Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, vous allez pouvoir assister à notre prochaine table ronde autour de l'avenir du luxe français. Nous y verrons intervenir Maude Bailly, directrice générale de Sofitel Magallery et Emblème, Julie Povetsky, philosophe, Fabrice Lundy, chroniqueur économique, et Jean-François Palus, PDG de Gucci. Merci mon cher Théo, bonjour mesdames, messieurs, merci encore une fois d'être aussi nombreux, nombreuses, également pour ces rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël, très heureux de vous retrouver chaque année. Surtout pour vous parler d'un secteur que j'adore, qui est le premier contributeur à l'économie française, à l'économie de la France. Si on ajoute l'aéronautique, bien entendu, ils sont à égalité. Oui, vecteur de prestige, vecteur d'attractivité également, du rayonnement de la France à l'international. Le luxe, bien entendu, avec une année record l'an dernier, en 2022, et puis qui devrait aussi bien se confirmer en 2023. Je ne sais pas si ça vous parle, des taux de croissance de 15%. 20%, en tout cas des taux de croissance à 2 chiffres, c'est juste exceptionnel. Alors, on voit le luxe qui se porte très bien. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va se poursuivre? 1 million d'emplois quand même en France avec des fleurons que sont LVMH, Kering, Hermès également, on a L'Oréal, on a Chanel également. L'avenir du luxe, on va en parler pendant 1 heure ici même à Saint-Raphaël avec des acteurs, avec un observateur, un spécialiste. Ces acteurs, il y a tout d'abord à mes côtés Madame Maude Bailly, bonjour. Bonjour. Maude Bailly qui est la présidente des marques Sofitel qui fête ses 60 ans l'an prochain. Vous connaissez toutes et tous Sofitel, Sofitel Légende également, M Gallery, une future marque qui s'appelle Emblèmes, 241 établissements, moitié Sofitel, moitié M Gallery. Un petit peu plus loin, il y a le philosophe Gilles Lipovetsky, philosophe, sociologue du luxe éternel. Bonjour, soyez le bienvenu. Et puis, l'un des partenaires historiques des rencontres de l'avenir, c'est Jean-François Palus. Bonjour Jean-François Palus. Bonjour. PDG de Gucci, qui est l'un des fleurons du groupe Kering, aux mains de la famille Pinault, qui est le numéro 2 mondial de l'industrie du luxe. Quand on parle de Kering, c'est Gucci, bien sûr, qui est un peu le navire amiral. Il y a également Yves Saint Laurent, il y a Bottega Veneta, il y a Balenciaga, il y a Alexander McQueen, il y a Boucheron également, que des marques extrêmement connues des grandes maisons. Alors, pour démarrer sur le luxe, c'est vrai que c'est une notion peut-être un petit peu, fourre-tout peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être bien de préciser un petit peu les attributs. On parle des entreprises comme Kering, je le citais, comme Hermès, ça peut être dans le domaine des voitures également. Tesla, Ferrari, là je ne me trompe pas quand je dis tout ça également, Lamborghini, les hôtels, Sofitel, Fairmont, voilà, qui évolue dans le groupe Accor, hein, dont Maude Bailly est l'une des membres du COMEX, les vins, les spiritueux, le champagne, la mode, la maroquinerie, peut-être les compagnies aériennes quand on voyage en première également. C'est quoi le luxe, Jean-François Palus? Quels sont les attributs du luxe? Est-ce qu'on peut parler de mode, d'innovation, de tradition? Qu'est-ce que vous mettez dans tout ça? D'abord, on met ce que vous venez de dire, mais aussi, je crois, plutôt en premier lieu, l'émotion. C'est l'émotion d'avoir un produit ou un service qui vous apporte plus qu'une fonctionnalité, plus qu'un besoin, mais vraiment un désir, un rêve. Et je crois que c'est ça qui caractérise le luxe. Et tout ce dont vous avez parlé, l'excellence, l'héritage, le savoir-faire, l'esthétique, la création, tout ça crée cette émotion auprès de nos clients. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui pour nous est très important. De l'émotion, est-ce qu'on peut parler également d'innovation, de raffinement, d'élégance? Enfin, je cite comme ça des mots peut-être au hasard, mais je ne sais pas, est-ce que vous les prenez? Oui, je prends et on y travaille. C'est cet ensemble de tous les jours qui vise pour vraiment nos clients à se faire plaisir. Parce que quand les produits de luxe sont des produits qui existent dans d'autres segments qui ne sont pas de luxe, que l'on se procure parce qu'on en a besoin. Le luxe, on se le procure parce qu'on en a envie. Et donc, il faut qu'on aille chercher ce désir, cette envie, cette émotion, ce rêve. C'est ça qui compte. Et on salue Xavier Gors également, qui est l'exceptionnel Xavier Gors, qui va émailler évidemment de ses dessins humoristiques, mais voilà, souvent très réalistes, cette table ronde. Maude Bailly, quand on est à la tête de Sofitel, qu'est-ce que représente le luxe? C'est une marque de luxe, Sofitel, déjà. Et pourquoi c'est une marque de luxe? Je vais répondre oui. Hein. Oui.
Bonjour à tous. Déjà, je rejoins totalement Jean-François. On a une base de clients mondiaux du luxe qui est passée de 300 à 400 millions de personnes et qui va prendre la dimension d'au moins 500 millions de consommateurs luxe d'ici 2030. Et c'est une dynamique qui est en constante expansion. Le luxe, pour nous, dans les hôtels, on pourrait se dire que c'est avant tout un produit du raffinement, du design, de l'esthétisme. Mais on a une conviction absolue qui fait que je rejoins vraiment Jean-François, c'est que le luxe, c'est d'abord une attitude. Vous pouvez être dans un hôtel 30 étoiles, plein de marbre et d'or. Si vous n'avez pas la bonne culture de service, pas la bonne attitude, pas de la personnalisation, de l'attention, de l'émotion, vous aurez l'impression de ne pas être dans un produit de luxe et de ne pas en avoir pour ce que vous allez payer. Donc pour nous, oui, Sofitel est une marque de luxe. On est totalement dans du 5 étoiles. On a des très beaux hôtels que je vous invite à découvrir, mon cher Fabrice. Des Sofitel Legend. Voilà. J'en ai ouvert un au Panama en mars, qui est une pure merveille. Et les galeries sont sublimes aussi. Mais le luxe dans l'hôtellerie, au-delà du produit, c'est une attitude. C'est quelque chose qui fait qu'on apporte de la personnalisation, de l'attention. Et c'est de la fluidité. Le luxe, c'est donner l'impression que tout est simple. Alors que derrière, c'est un énorme travail qui est engagé. On peut dire quoi? Ce sont des petites attentions, c'est du cousu humain. Vous disiez, voilà, on peut avoir un hôtel 30 étoiles avec du marbre. C'est quoi? C'est du marbre chaleureux, c'est du parquet chaleureux, ce sont des boiseries chaleureuses. Ce n'est pas du marbre chaleureux, parce que le marbre est souvent froid. Froid, mais bien sûr, il s'accompagne de chaleur. Mais ça va être une culture de service. Vous avez évoqué l'expression de cousu humain. Cousu humain, c'est l'expression qu'on donne à toutes les petites attentions des collaborateurs qui travaillent dans les Sofitel. C'est cette capacité à avoir un petit geste inattendu dans une vision du luxe qui n'est pas du tout guindée et rigide, mais qui assume une part d'intelligence émotionnelle. C'est pas bling bling, c'est ça que vous voulez dire aussi? Non plus, et c'est surtout, c'est engagé émotionnellement. Je vous donne un exemple. Au Sofitel Vieux-Port de Marseille, qui a une vue splendide, tout près d'ici. Un client très fidèle oublie son manteau. La dame qui le connaît bien, qui s'occupe du service de chambre, retrouve son manteau. Elle lui renvoie et avec un petit mot, elle met « Cher monsieur, j'ai retrouvé votre manteau, je vous le renvoie. » Et puis, je me suis permis de recoudre 2 boutons parce que j'ai vu qu'ils étaient un peu chancelants. Voilà, ça, c'est du cousu humain. Et cette capacité à attacher... Oui, c'est vrai. Maintenant, vous me le dites, c'est vrai que c'est très, très cousu humain. Alors, tous les cousus humains ne consistent pas à recoudre quelque chose, hein, je précise. Vous m'avez suivi? Mais ce cousu humain, c'est la capacité à attacher à un produit beau, une émotion qui devient un souvenir et qui fait qu'on revient. Et n'en profitez pas pour laisser toutes vos affaires, toutes vos guenilles chez Sofitel. Ils vont pas vous les recoudre tout de suite, hein, bien sûr. Non, je disais tout à l'heure, vecteur d'attractivité, du prestige de la France. Quand on est présent dans le monde entier comme vous, Maud, ou vous, Gucci, Jean-François Palus, est-ce que c'est aussi un symbole de l'art de vivre à la française, de la culture française? Et ça, vous avez envie également de le développer, de le cultiver? Alors, allez-y, Maud, s'il vous plaît. Alors, un des marqueurs de Sofitel, c'est d'avoir cet ADN français. On a été la première marque française d'hôtellerie de luxe dans le monde. On a été évidemment rejointe par d'autres, mais on a dans les marqueurs de Sofitel cette culture du cousu humain, un très fort engagement RSE. Le logo symbolise la rencontre des cultures, et puis on a The French Zest, la capacité, non pas de manière arrogante, mais la capacité à développer un certain art de vivre à la française, parce que qu'on le veuille ou non, voilà, il y a un vrai art de vivre à la française en termes de restauration, de matelas. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les matelas Sofitel. Je vous invite à regarder My Bed. Voilà, il y a un art de vivre à la française. Nous sommes ronchons, nous sommes français, mais il y a un truc qu'on ne peut pas nous enlever, c'est qu'on sait bien vivre. Et quand on célèbre les 60 ans de Sofitel, comme on le travaille pour l'année prochaine, il y a une dimension quasiment diplomatique. Parce que partout, on commence à préparer les 60 ans de nos hôtels Sofitel. On travaille avec les ambassades, avec les chambres de commerce, avec les centres culturels, parce qu'on célèbre souvent des ponts d'amitié entre la France et un autre pays. Et oui, travailler pour un fleuron français comme Kering, j'imagine que ça contribue, je l'espère, à une forme de rayonnement de notre pays. Le luxe, le luxe n'est pas exclusif à la France, mais quelque part, le luxe
est un vecteur de tout ce qui est tradition française, de toutes ces petites mains, de tous ces ateliers, même si vous avez un pied, vous, entre la France et l'Italie. Mais enfin, j'ai envie de dire, c'est la même chose aussi. Hein. Quelque part, toutes les grandes maisons qu'on trouve en Italie, et vous vivez à Milan maintenant, depuis que vous êtes le patron de Gucci. Jean-François Palus. Oui, c'est sûr. Maud parlait de l'héritage. C'est vrai que la culture et l'héritage français, italien, européen sont portés haut par ce secteur du luxe qui a un effet d'imaginaire dans toutes les nations mondiales qui est très très fort. Et où que l'on se trouve, c'est vrai que c'est quelque chose qui parle beaucoup à un imaginaire. Et d'ailleurs, on le voit parce que des produits de luxe qui sont fabriqués hors d'Europe, ça ne marche pas. Et même des pays qui ont des traditions de luxe millénaires, comme l'Inde ou la Chine, c'est vraiment les produits de marques françaises, italiennes et suisses pour l'horlogerie qui prévalent. Donc oui, c'est évident que c'est un élément du soft power français et italien, oui. Génial. Gilles Lipovetsky, philosophe, auteur du luxe éternel. Quelle est la cible du luxe? Qui sont les clients du luxe? Qui achètent? Est-ce que le luxe, il est réservé à des privilégiés, à une élite? C'est quoi le rapport des Français au luxe? Et vous avez travaillé dessus, Gilles. Oui, comme beaucoup, mais ce qui caractérise l'époque, c'est que c'est une rupture par rapport à une tradition millénaire où le luxe, c'était pour les privilégiés, et exclusivement pour les privilégiés. Les nobles, les aristocrates, et puis un peu plus tard... Mettez le micro juste en face, Gilles. La grande bourgeoisie, etc. Alors, ceci est toujours vrai, mais il y a une autre vérité qui se juxtapose à celle-ci, c'est que le luxe s'est décliné en divers marchés et dont certains sont accessibles, disons, à la majorité des Européens. Puisque maintenant, il y a à peu près un Européen sur deux qui achète une marque de luxe. Ça ne veut pas dire une rivière de diamants, mais des produits de soins, un bâton de rouge à lèvres, un parfum, pour des anniversaires, etc. Autrement dit, déjà sur ce plan-là, il y a une rupture, il n'y a plus un seul luxe. Il y a des luxes, et en même temps, c'est le défi des marques, c'est que toutes ces grandes marques sont sur ces marchés. Peut-être pas Sofitel, mais vous sur les hôtels, qui est un segment particulier, mais les grandes marques dont vous faites partie ont des produits accessibles et des produits, disons, vraiment extrêmement chers. Alors, tout le défi, évidemment, pour ces marques, c'est qu'elles ne se diluent pas et que les produits bon marché ne cassent pas la tradition d'excellence, d'émotion dont vous parliez. Et c'est une des caractéristiques d'aujourd'hui, dans ce luxe pluriel, c'est que l'unité de la marque, l'identité de la marque doit être dans un petit porte-clés, tout comme dans un sac à 10 000 ou 15 000 euros. Pourquoi achète-t-on du luxe, Gilles Lipovetsky? Alors, vaste question, parce que le luxe probablement accompagne l'histoire humaine. Et il y a toujours eu, depuis qu'il y a Homo sapiens, des formes de luxe. Mais évidemment, c'est votre question, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter? Je crois qu'il y a des raisons fondamentales. C'est qu'on est maintenant dans des sociétés, comme chacun le sait, de mobilité extrême. Tout va vite, on est dans l'éphémère, dans l'accélération de tout. Et ça crée une certaine anxiété et sans doute un besoin de quelque chose de plus stable voilà. De plus pérenne. Et dans l'achat d'un produit de luxe, on achète une valeur d'usage, mais on achète aussi des légendes. Une légende qui fait que les marques, d'ailleurs, cultivent leurs ancêtres, leurs fondateurs, etc. Et il y a, sur ce plan-là, une sorte de sécurisation des consommateurs qui touche un sol ferme, sédimenté.
et non pas quelque chose du jetable. Le luxe, ce n'est pas le jetable. En principe, ce n'est pas le jetable. Et par conséquent, c'est le lieu aussi des collectionneurs, par exemple. On garde les choses, on les transmet à ses enfants. Il y a quelque chose qui résiste Patrimonial. au flux bien sûr. éternel des choses. Maud. Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Gilles. J'étais en début de semaine à une convention mondiale où on réunissait tous nos directeurs. Que vous organisiez à Dubaï pendant 5 jours. Voilà, Vous y étiez encore quasiment hier matin. Oui. Et on se demandait finalement qui vont être nos futurs consommateurs et quel est le ressort qui pousse à l'achat d'hôtellerie de luxe. Parce qu'un hôtel, on dort, on prend un petit déjeuner, il y a des œufs brouillés et on s'en va. Alors pourquoi prendre un hôtel de luxe? Et dans une étude qui a été conduite, on voyait que le luxe n'appartient pas tant à un ressort de commodité transactionnelle qu'à un ressort d'appartenance. C'est-à-dire qu'on achète du luxe, pas dans une logique de possession, mais dans une logique d'appartenance à une communauté. Donc il y a quelque chose qui rejoint presque quelque chose d'identitaire. Alors c'est vous, Gilles, le philosophe, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation à une communauté en termes d'appartenance. Et puis ce qui est intéressant, c'est dans l'anticipation des nouveaux clients du luxe. Nous, dans l'hôtellerie, d'ici 2030, les Gen Z, donc la génération Z, c'est les gens nés après 1995, vont être... nous, non? Non, oui, à la limite. Vont représenter 30% de nos clients dans l'hôtellerie de luxe. Et là où les millénials achetaient leur premier objet de luxe, bâton de rouge à lèvres, sac et autres, entre 18 et 20 ans, les Gen Z, la génération Z, achètent en moyenne son premier produit de luxe à 15 ans, avec une relation beaucoup plus exigeante, authentique et expérientielle au luxe. Donc on ne peut pas non plus rester statique, il faut qu'on anticipe, et je crois qu'on essaie de le faire déjà, ces nouvelles tendances, ces nouveaux profils de luxe et ce nouveau besoin rempli par un luxe presque identitaire. Ça, vous l'avez remarqué aussi, Jean-François Palus, j'imagine, parce que moi, je me souviens avoir interrogé il y a quelques années M. François-Henri Pinault, donc le président, qui justement faisait ce constat en disant le luxe, il attire une cible de plus en plus jeune. On n'était pas 15 ans à l'époque, il me citait, je crois, 22, 23, 24 ans. Mais bon, sincèrement, il y a un rajeunissement que vous voyez justement aussi chez vous. Oui, tout à fait. Et, cette recherche d'une identité, elle passe par l'expression de soi. Et donc, ces jeunes, ils cherchent une expression de leur personnalité, une expression de leur goût, une expression de leurs aspirations. Et à travers un produit de luxe, ils peuvent trouver ça. Et c'est vrai dans tous les pays. En sorte que nous, c'est déjà pratiquement 30% de nos clients qui sont de la génération Z, avec un pouvoir d'achat assez important. Et effectivement, un acte d'achat de plus en plus tôt, qui s'explique aussi par des phénomènes d'émancipation budgétaire, puisque aujourd'hui ils ont moins de voitures et donc ils peuvent se permettre de s'acheter un sac ou une veste de luxe. Mais c'est vrai. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quel que soit l'âge de nos clients, ils ont vraiment ce goût de l'expression, d'un certain dépassement de la fonctionnalité ou du besoin. C'est vraiment quelque chose qui leur permet de s'exprimer. Oui, alors ce qui me permet aussi je vous redonnerai la parole dans un instant, Gilles, mais justement en faisant la transition avec ce que vous disiez l'une et l'autre, Maud et Jean-François, sur ce rajeunissement de la cible. On sait que la jeune génération, incarnée par un certain nombre de membres du public, est très attachée à toutes les valeurs RSE, toutes les valeurs environnementales, bien entendu, et au point même de choisir les boîtes dans lesquelles elles vont travailler, bien sûr, et de jeter ou pas les boîtes qui ne respectent pas ces critères quand on est consommateur. Est-ce que luxe et environnement, luxe et RSE, ça va de pair? Maud Bailly. Je pense que Jean-François le dira encore 1000 fois mieux que moi, parce que Kering est vraiment un pionnier exemplaire là-dessus. Mais non seulement ça va ensemble, mais en plus ça ne peut qu'aller ensemble. Si on prend un peu de recul, il y a quelque chose de presque indécent à imaginer que le luxe, comme vous le disiez, Fabrice, qui est un secteur flamboyant, qui marche très bien, ne soit que dans la prédation. C'est indécent. Et je pense qu'au-delà des jeunes générations qui ont cette conscience plus, j'espère qu'on va attendre ni la régulation, ni les lois, ni le législateur pour se mobiliser.
À l'échelle d'Accor, ça fait très longtemps qu'on essaie de travailler sur une hôtellerie qui ne soit pas juste de l'ordre de la prédation, de la captation de ressources, d'emploi, dans une logique de rendre. Hein. On avait un programme qui s'appelait Planète 21 il y a déjà 20 ans. Mais nous, et c'était avant que je rejoigne une maison de luxe chez Accor, quand j'étais patronne de l'Europe du Sud, j'avais 1900 hôtels dans 7 pays. Et il y a 3 ans, en plein Covid, on s'est dit zéro plastique à usage unique. On éco-certifie tous nos hôtels, on se met à mesurer le gaspillage alimentaire. Et pour lutter contre le gaspillage alimentaire, tout le monde aime les buffets au petit-déj. Mais il y a quelque chose d'indécent à avoir des buffets qui restent pleins quand sur 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il y en a 1 milliard qui est en insécurité alimentaire. Ce n'est pas viable. Alors on fait quoi concrètement? Eh bien, on se donne une feuille de route avec des objectifs hyper forts. Et pour aller plus vite, on indexe le bonus de tous les collaborateurs à l'atteinte de cette feuille de route. Et en fait, ça marche très bien. Donc on a identifié 48 éléments dans la chambre des clients à base de plastique. Et avec notre plateforme d'achat, on a identifié toutes les solutions alternatives sur le marché, quitte parfois à ce que le marché ne soit pas prêt. Vous savez quoi? Je n'ai pas de solution alternative pour remplacer les milliers de dosettes de lait, parce que le marché n'est pas prêt. Mais en revanche, pour les chaussons, vous savez, eh bien, on a essayé avec Bureau Veritas et SGS plein de chaussons sans plastique, jusqu'à trouver des chaussons sans plastique qui ne soient pas glissants et qui soient éco-responsables. Et puis pareil pour les cotons-tiges. Alors ça paraît ridicule et dérisoire, mais le colibri, c'est quand même ces 48 petits éléments qu'on a identifiés et qui aujourd'hui font qu'il n'y a plus de plastique. Alors il y a des gens, il y a aussi une éducation client. Il n'y a plus de bouteilles en plastique. Les clients, ils ne sont pas contents. Alors, on leur explique, on filtre l'eau. On a parfois même au Sofitel Obélisque, où j'étais à Dubaï, là, en début de semaine, il y a une usine dans la cave de l'hôtel qui permet de filtrer l'eau, de nettoyer toutes les bouteilles et d'avoir que des bouteilles de verre qui ne sont même pas transportées et qui sont réapportées dans les chambres pour ne plus avoir de plastique. On éco-certifie les hôtels. On mesure avec Fullsoon, qui est un outil d'intelligence artificielle, la quantité de nourriture dont on va avoir besoin. Et avec Obrisc et Wino, on permet en fait de mesurer ce qu'on gaspille. Il y a une réglementation en Grèce qui demande à ce que tous les établissements qui accueillent plus de public dans plus de 100 chambres commencent à mesurer leur gaspillage alimentaire. Dans quelques années, eh bien, au-delà d'un certain pourcentage de gaspillage, il y aura des conséquences et c'est normal. Et puis la RSE, c'est pas que du plastique ou de l'éco-certification, c'est aussi le S de la société. Oui. Comment est-ce qu'un hôtel qui est fondamentalement ancré dans un environnement à qui il doit beaucoup, comment est-ce qu'on rend? Donc comment est-ce qu'on promeut l'artisanat local? Comment est-ce qu'on utilise des produits locaux, des artisans locaux ou des producteurs locaux dans notre menu, dans la restauration? Comment est-ce qu'on promeut l'emploi des femmes aussi? Parce que dans l'hôtellerie, on reste dans un environnement assez masculin et avec Sébastien Bazin, on essaie de pousser cette diversité, cette parité. Ça aussi, c'est le S de la RSE. Et comment on s'engage justement quand on est présent dans le monde entier, dans des pays riches, dans des pays moins riches, évidemment? Est-ce que vous sentez quelque part une responsabilité qui porte sur vos épaules, Maud Bailly, enfin vous pas personnellement, enfin en tout cas l'entreprise que vous portez, Sofitel, M-Gallery, pour dire, voilà, engagez-vous davantage auprès des populations locales, des associations. Ça existe ou pas? Oui, non seulement ça existe, mais là, je viens de l'annoncer, ça va faire partie de la feuille de route obligatoire de mes hôtels. Sofitel aura, en plus de l'obligation de ne pas avoir de plastique, d'être éco-certifié, de mesurer son gaspillage alimentaire, de pousser la diversité, de lutter dans une logique de neutralité carbone, Sofitel va avoir un engagement au service de la culture partout en 2024. On est partenaire de l'association des Déterminés. On permet à des enfants de découvrir, des favorisés, de découvrir des endroits partout dans le monde. On a une opération à Marseille qui a lieu cette semaine où on soutient dans nos Sofitel et nos M-Galeries sur la place de Marseille les enfants victimes de violences. Oui, je crois à une hôtellerie. Exactement. Voilà, je crois à une hôtellerie qui s'engage. Et ça marche pour les clients comme pour les collaborateurs. On ne fait pas ça juste pour répondre à la loi, on fait ça parce que je pense que le futur de l'hôtellerie ne peut être que durable. Dernier exemple, j'ai un M-Galerie magnifique en Chine, j'y étais en juillet, dans cette région de la Chine, je ne sais plus comment trop on dit le nom, c'est Dengmun Filet, je crois, eh bien, les petites filles chinoises n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et donc, ce M-Galerie, comme tous les M-Galeries, a un devoir de rendre aux collectivités locales en soutenant des associations et un devoir de soutenir la cause des femmes, lutte contre la violence, promotion des femmes ou promotion de l'éducation. Eh bien, ce M-Galerie soutient une association qui permet aux petites filles de ces minorités régionales d'aller à l'école. Jean-François Palus, Maud Bailly rappelait que
Vous êtes pionnier chez Kering, Gucci notamment, que vous incarnez là actuellement dans votre poste actuel. Qu'est-ce que vous faites de bien pour la planète? Racontez-nous, quels sont les exemples précis de ce que vous faites? Nous, comme vous le savez sûrement, une grosse partie de notre activité repose sur le cuir. Et donc, nous travaillons pour, d'abord tout en amont pour limiter les émissions de gaz à effet de serre des élevages bovins. Donc, on travaille avec des entreprises de biotechnologie pour trouver des compléments alimentaires en sorte que ces émissions soient limitées. On travaille également pour améliorer les techniques de tannerie, et notamment avec des tannages sans métaux lourds. On travaille aussi pour trouver, ou en tout cas pour l'instant chercher, des matériaux alternatifs au cuir. On a fait des pas assez importants avec la mise au point d'un produit qui s'appelle Demetra, qui est un substitut du cuir à base de biologique, végétal. Et donc, et également, on est dans tout, un peu comme l'a dit Maud, dans tous les détails qui font que petit à petit, on limite notre empreinte sur les aspects sociaux. On est là aussi très, très attaché à la justice. Et donc, par exemple, on a en ce moment, depuis 2 ans environ, 2 fournisseurs en Inde que l'on a convaincus, en les finançant, qu'il fallait qu'ils donnent à leurs employés un niveau de vie décent, que ce soit dans l'habitat, dans la scolarité de leurs enfants, dans les salaires évidemment qui leur sont versés, dans les dispensaires qui sont mis à leur disposition. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et puis dans tout ce qui est, exactement comme l'a dit Maud, dans tout ce qui est responsabilité vis-à-vis de la société, on a des initiatives. Là, en Corée, on a une initiative auprès des jeunes filles qui sont orphelines, qui, après qu'elles ont 18 ans, sont laissées, pas à l'abandon, mais à leur triste sort. Et nous, on leur assure un financement de leurs études, on essaie de leur trouver des emplois, etc. Donc, depuis une vingtaine d'années, François-Henri est absolument convaincu que nous avons une responsabilité, parce que nous sommes un secteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un secteur qui a une croissance sympathique, qui a des marges assez confortables, et donc on doit vraiment montrer l'exemple. Oui, montrer l'exemple, Gilles Lipovetsky, justement. Le luxe se doit justement, c'est obligatoire d'accompagner ce mouvement. C'est quoi le rapport des Français par rapport au luxe? Parce que c'est vrai qu'il y a de la fascination, il peut y avoir de l'admiration, mais parfois il peut y avoir un petit peu de jalousie, de ressentiment. Voilà, on tense souvent les grands patrons du luxe, et notamment le patron du groupe concurrent et ami nécessairement que vous avez, bien sûr, l'homme le plus riche du monde. Voilà, il y a un sentiment de « je t'aime moi non plus » par rapport au luxe ou pas, Gilles? Non, moi, je pense que le luxe contemporain combine ou doit combiner 2 dimensions apparemment antinomiques, mais qui ne le sont pas. L'une, c'est celle que vous venez tous les deux de montrer, un luxe durable, disons. Mais sur le luxe durable, c'est le premier point, le luxe est bien placé, indépendamment de l'engagement pour la planète, parce que le luxe, c'est un produit de qualité, autrement dit qu'on ne jette pas. Le luxe, c'est l'anti-fast fashion, et par là même, il est un produit qui va dans le sens du respect de la planète, puisque les produits sont conservés au lieu d'être jetés. Et donc, c'est un gaspillage au sens, disons, de la dilapidation des richesses et de l'argent, mais d'un autre côté, par cette dimension-là de conservation, il est du côté de l'écologie. Et je pense que les Français, comme d'autres, le savent. Mais et pour rebondir au point de tout à l'heure,
Vous avez souligné l'aspect statutaire qui est indéniable et d'ailleurs qui prend des formes différentes parce que ça peut aller du luxe bling-bling à un luxe qui est au contraire beaucoup plus réservé, mais qui enfin, les deux aspects existent. Mais il y en a une que vous avez évoquée l'un et l'autre, mais qui me paraît capitale pour comprendre la mutation dans laquelle nous sommes, c'est le luxe expérientiel. Alors évidemment, dans le domaine de l'hôtellerie, c'est capital. C'est absolument capital. Longtemps, le luxe, c'était un achat de vitrine. L'amant ou le mari achetait des robes, des crinolines à l'épouse pour montrer son statut social et économique. Et le vêtement, comme les bijoux, était l'emblème de la succès, de la réussite, etc. Aujourd'hui, il y a cela toujours dans ce qu'on appelle les nouveaux riches. Mais il y a une autre dimension. Il y a une dimension qui croise ce que vous avez aussi signalé tous les deux, c'est le rajeunissement. Il y a la moitié des clients de Gucci, je parle sous votre autorité, qui est trentenaire. Donc ils n'ont pas cette logique-là. Et il y a désormais dans l'achat de luxe le goût, l'attente d'une expérience exceptionnelle. Et donc, il y a un érotisme qui accompagne le produit de luxe et la consommation du luxe. Par érotisme, j'entends une recherche de jouissance, de plaisir un peu élitiste, sans doute, mais qui est de type voluptueux. Quand aujourd'hui, une femme s'achète une belle bague, elle n'achète pas pour montrer qu'elle a réussi dans la vie. Elle l'achète, pourquoi ? Parce qu'elle l'aime. Elle l'aime. Ouais. Il y a donc une affectivisation du rapport aux produits de luxe. Et quand on va dans un spa ou dans un bel hôtel, aujourd'hui, on ne veut pas simplement des lambris, on n'en veut plus d'ailleurs. Et on veut des choses plaisir, qui nous voilà, l'expérience, on veut une salle de fitness, on veut des spas, on veut des jacuzzis, on veut peut-être des séances de méditation ou autres, et qui procurent, on veut des chefs qui donnent une cuisine qui n'est pas une cuisine internationale, mais une cuisine typée de caractère. Raffinée, voilà, et autrement dit, maintenant, on recherche des expériences extrêmes, et je pense que d'ailleurs, le luxe de demain, ce sera un luxe spatial qui va procurer des sensations pascaliennes, si je puis dire, de contempler, on rappelle que vous êtes philosophe, l'espace infini, voilà. L'espace infini au travers des satellites et autres. Oui, pourquoi pas. C'est la marque d'une recherche d'émotion. Voilà, de l'émotion et pas uniquement du bling-bling. On le voyait tout à l'heure dans le dessin de Xavier Gors. On veut tous des Rolex avant 50 ans. Voilà, justement, les défis du luxe. Maud Bailly, vous à la tête de Sofitel. Sofitel qui va fêter ses 60 ans. C'est quoi maintenant la suite ? On l'a vu tout à l'heure, je citais des chiffres de croissance à 2 chiffres, 15 à 20% pour le luxe en général. Comment on prépare par exemple les 60 ans ? C'est quoi les 60 prochaines années de Sofitel que vous allez commencer sur lesquelles vous allez travailler ? Alors, je ne serai pas là pour toutes les voir, je ne pense pas, malgré les progrès de la science. Vous êtes tellement jeune. Oui, bien sûr, merci. Déjà, pour les 60 ans de Sofitel, comme vous le savez, c'est les noces de diamant. Et qui dit diamant, dit diamant. Oui. Jusqu'ici, tout le monde me suit. Oui. Sauf que les diamants, pour extraire 1 carat, est-ce que vous êtes conscient du nombre de tonnes de minéraux qu'il faut extraire de la planète, sans même parler des conditions de travail des gens qui extraient les diamants. Du coup, CQFD, Sofitel et M Gallery essayent de montrer le chemin de marques de luxe engagées. On s'est dit, pour les 60 ans de Sofitel, on voudrait faire une collaboration avec une collection de bijoux, bracelets, boucles d'oreilles, colliers. Je vous le dis un peu en avant-première, mais je l'ai révélé en début de semaine à mes directeurs d'hôtel, autour du logo de Sofitel, qui se prête bien à la joaillerie. Et on s'est dit, avec quel joaillier on va travailler ? Eh bien, on a pris un joaillier de la place Vendôme, mais qui fait de la joaillerie engagée. Donc autant vous dire que ça fait râler tous les joailliers traditionnels. Les diamants de synthèse. C'était diamants de synthèse. Alors revenons, ça s'appelle Courbet. Ah oui, c'est connu, bien sûr. Attendez, je reviens. Les diamants de synthèse, gna gna gna. Je vous explique. Mais je vous entends. Un diamant, c'est un carbone qui, pendant des millions d'années, a fait un chemin dans la Terre, et je fais bien le diamant, et qui s'est cristallisé.
Et il s'est cristallisé et c'est devenu un diamant d'une pureté plus ou moins belle et d'une couleur plus ou moins bonne. D'accord ? Ce process de cristallisation du carbone, on peut le reproduire en laboratoire. Et on peut tellement le reproduire en laboratoire que n'importe quel diamantaire d'Anvers, on l'a essayé, hein, est incapable de différencier un diamant reproduit en laboratoire, couleur D, naturelle ou en laboratoire. Il ne peut pas, parce que le diamant est une des rares pierres qu'on peut parfaitement reproduire en laboratoire. Pourquoi, quand on essaye d'être exemplaire en termes de luxe engagé, ne pas faire une collaboration pour célébrer les noces de diamants de Sofitel avec une collection de bijoux magnifiques et des diamants éco-responsables. Donc voilà, c'est un petit exemple. Et donc dans l'avenir du luxe, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Je rejoins Gilles, il y a toujours eu besoin d'expérientiel. L'hôtellerie de luxe appartient à la catégorie des croisières, de l'expérience. Enfin, vraiment, Hervé est là, il est administrateur opponent, il le sait. Hervé Novelli, l'ancien ministre, Absolument, monsieur le ministre. Fidèle des rencontres de l'avenir. On est dans une logique d'expérience de luxe. C'était déjà là avant le Covid. Nous, ce qu'on observe, c'est que post-Covid, la recherche d'expérience attachée au séjour en hôtellerie est essentielle. Et ça passe par de la personnalisation, quelque chose d'unique attaché à l'ancrage local de chaque hôtel. On ne veut pas du standard et on veut de la reconnaissance, on veut de l'authenticité. Et ça casse un peu les codes d'un luxe rigide, conventionnel et finalement uniforme. Plus on est dans quelque chose de vrai et de sur-mesure, plus on va toucher un luxe durable, non seulement pour la planète, mais aussi durable pour la marque elle-même. Ouais. Jean-François Palus, à la tête de Gucci, c'est quoi les défis pour la suite ? Le luxe aura comme ça une santé toujours aussi insolente, entre guillemets. Quand je dis ça, je m'en félicite et j'admire évidemment votre secteur, de ces chiffres à ces chiffres de croissance à 2 chiffres, justement. Ça va continuer vraiment ou pas ? Oui, ça va continuer parce que les moteurs de cette croissance, les éléments structurels de cette accession du luxe, au luxe d'une partie de plus en plus grande de la population, et ils sont là encore pour bien des années et pour bien des décennies. Malgré le ralentissement en Chine, malgré la reprise qui n'a pas été aussi souhaitable, ça et là aux États-Unis après le Covid notamment. Voilà. Vous n'avez pas quelques doutes, quelques nuages ? Je vous pose la question. Des doutes, il faut en avoir en tant que chef d'entreprise, sinon on est irresponsable, mais c'est des doutes qui permettent d'analyser les situations et pas de craindre de ces situations. Donc ce que l'on voit, c'est une croissance de plus en plus importante des populations qui ont les moyens d'accéder au luxe, que ce soit en Chine, mais aussi dans les autres pays d'Asie, en Amérique du Sud, demain en Afrique. Oui, on a l'Inde aussi aujourd'hui est un continent qui est à peine conquis. Mais Gilles Lipovetsky, le luxe doit-il alors, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, se démocratiser quelque part Est-ce qu'il faut... Il l'est déjà. Il l'est. Surtout ce pan de luxe, des cosmétiques, des parfums, etc. Très largement, il s'est démocratisé, indéniablement. Mais c'est un des aspects d'ailleurs qui permettra, je pense, longue vie au luxe. Il y a l'autre aspect que vous venez de signaler à juste titre, c'est que les écarts de richesse et de fortune se creusent, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de milliardaires sur Terre. Et l'argent, il faut bien en faire quelque chose. On peut toujours le placer sans arrêt, mais enfin, il est à vocation, malgré tout, à faire des achats. Donc, il y a déjà la démocratisation qui permet de toucher des publics autres que les ultra-riches. Deuxièmement, il y a les ultra-riches qui sont en nombre croissant sur la planète. Et il y a une troisième raison, on en a d'ailleurs, on l'a évoqué au long de notre échange, c'est la dimension de rêve. Parce que on est dans une époque où les grands rêves collectifs se sont épuisés. Il y a beaucoup de rêves qui peuvent mobiliser
les hommes comme cela a pu l'être dans d'autres époques, des grandes missions révolutionnaires, voire la quête de l'au-delà. Alors, je pense que cette dimension de rêve, il faut bien qu'elle s'incarne quelque part. Et c'est la chance du luxe de représenter, je pense, un rêve, même pour des gens qui ne sont pas systématiquement riches, parce qu'on peut aller au Sofitel 10 jours ou 3 semaines, mais on peut y aller pour un week-end. Bien sûr. Et c'est ce qui se passe, ce qu'on appelle un luxe occasionnel, bien sûr. à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête, Une belle occasion, que sais-je, et qui fait que pour beaucoup de gens, il y a le rêve de faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai moi-même eu une fois une expérience, un chauffeur de taxi vraiment modeste, et qui m'expliquait qu'il allait une fois tous les 2 ans avec son épouse dans un très grand restaurant. J'étais estomaqué, parce que c'était quand même des grands restaurants parisiens à Lyon, etc. Et il m'expliquait qu'ils y pensaient tout le temps. Alors on peut juger ça n'a pas d'importance, je fais état des faits. N'empêche que c'est quelqu'un de modeste, un employé, quand même, un chauffeur de taxi, c'est pas un milliardaire. Et eh bien, il y avait pour lui une jouissance en cela, pas seulement parce qu'il est allé manger un soir avec sa femme, mais parce qu'il en parle. Il en parlait, c'est il le préparait. Voilà, oui, mais malgré tout, pas. Maud Bailly, quand on voit les prix qui augmentent partout, en France et dans le monde, le luxe, est-ce qu'il sera toujours accessible? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment, oui. Moi, j'aimerais partager une frustration, un enthousiasme et en même temps une préoccupation. Alors, le même enthousiasme, parce qu'on parle beaucoup de la Chine et du fait que la Chine n'est pas encore revenue. Alors, elle devrait revenir au niveau d'avant le Covid, peut-être fin 2024, si les compagnies aériennes reviennent. Mais on constate quand même post-Covid une domesticisation des consommateurs de luxe chinois et une régionalisation dans la zone Asie-Pacifique. Je ne suis pas sûre qu'on retrouve le même flux de consommateurs de luxe chinois ailleurs dans le monde. On a en effet d'autres marchés émergents du luxe. Le premier, c'est l'Inde. Jean-François le disait, India is the new China. Enfin, vraiment, au point qu'on a des standards de marque adaptés pour accueillir dans nos hôtels les clients chinois. Ils n'ont pas le même régime alimentaire, le petit-déj, des services de thé, pour être culturellement pertinents et courtois quand on les accueille. De la même manière, on est en train de réfléchir à des standards de marque qui adaptent l'offre d'hôtellerie de luxe aux règles culturelles, aux pratiques culturelles d'une population indienne qui est une vraie réserve en termes de consommateurs de luxe. On a aussi en Asie la Thaïlande, qui est en train d'émerger très fort. Le Brésil, qui a toujours été très là, mais avec un nombre de milliardaires au Brésil qui explose, et puis certains pays d'Afrique. Donc là, on se dit, finalement, comme dit Jean-François, on aura toujours ce renouvellement de marchés émergents, croissants du luxe, avec encore une fois, pour nous, beaucoup d'humilité, le devoir de rester à l'écoute de ces nouveaux clients. Juste, Xavier Gors, quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais ça va pas, franchement. Xavier, tu viendras me voir à la fin. Ça, c'est plus de la luxure. Ben oui, évidemment. J'essaie d'être sérieuse et il me sabote mon truc, là. Ça Comment voulez-vous Maud, j'espère que Sofitel, c'est pas le genre d'établissement mais non, qui pas du prête tout. à la gaudriole, quand même. Non, est-ce qu'on peut rester sur mon flux, là? Nicolas, tu es où, là? C'est n'importe quoi. Mon inquiétude. On est quand même, post-Covid, dans une logique d'inflation galopante partout. On a des augmentations de prix liées à l'énergie, aux matières premières. Le monde fait plutôt face à une situation de tension sur le marché du travail, ce qui entraîne une augmentation des salaires. Au fond, tout cela est bien pour le pouvoir d'achat des gens, l'augmentation des salaires, mais pas bien pour le pouvoir d'achat des gens quand on voit le prix d'un panier moyen dans la grande distribution, dans l'énergie. Il y a une répercussion de manière générale sur les prix qu'on pratique dans le luxe. Le luxe a aussi beaucoup poussé les curseurs. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai, Gilles, il y a de la démocratisation du luxe dans la diversification des gammes de produits. Je peux, à 15 ans, avoir l'impression d'appartenir à la communauté du luxe parce que je me serais acheté un bâton de rouge à lèvres à paillettes avec le logo qui me fera me sentir identitairement importante. Mais je suis quand même inquiète parce que quand je vois, je vais vous dire, certains sacs prendre 30%, le luxe a une fonction de rêve. Et il n'y a rien de plus dangereux pour une société que lorsqu'un rêve devient une gifle. Il n'y a rien de plus dangereux pour moi que quand un rêve devient inéluctablement inaccessible.
Et moi, je constate que certains produits de luxe, voilà, on a vraiment poussé le curseur. Il y a une fonction sociétale, finalement, d'attraction, hein, de tension positive vers quelque chose, de l'ordre de la reconnaissance, de la récompense de soi. Hein, que cette femme qui s'achète cette bague, elle se fait du bien. Mais quand un rêve devient inaccessible, alors le luxe perd aussi sa dimension sociétale. Et je crois qu'il ne faut pas être naïf. Les prix, s'ils continuent à exploser, on va perdre cette partie quand même voilà, sociale d'une certaine forme de luxe. On va prendre vos questions dans un instant. Oui, on peut applaudir Maud Bailly, la patronne des hôtels Sofitel. Il nous reste 15 minutes. C'est le moment peut-être de faire passer le micro dans la salle pour interroger à la fois Maud Bailly, Gilles Lipovetsky, Jean-François Palus à la tête de Gucci, monsieur là qui insiste pour poser une question. Au fond, est-ce que... alors commencez, et puis juste après, on donnera la parole à monsieur qui se lève au fond. Allez-y monsieur, parce que vous avez le micro, je vous en prie. Bonjour. Moi je suis Guillaume Garcia-Moreau, je représente la maison Barnes à Saint-Raphaël. Et, on est dans l'immobilier, là, l'immobilier de luxe. Voilà, grande maison d'immobilier de luxe. Le leader de l'immobilier haut de gamme en France, et pas mal placé dans le monde. Mais pour reprendre le mot de la philosophe tout à l'heure, je voulais dire un mot de Saint-Raphaël avec sa singularité, des vues mer, des villas pieds dans l'eau, et aussi des villas anciennes, des villas belle époque. Oui. Il y a une association qui relaie tout ça. Et c'était plutôt une question pour Maud Bailly, par rapport justement au bâtiment, en fin de compte. D'un point de vue de l'hôtel, dans le luxe plutôt, comment est-ce qu'on aborde un bâtiment ancien, moderne, enfin récent, pour l'adapter à notre époque, les matériaux, l'isolation, enfin d'une manière générale, je veux dire, quelle est l'approche par rapport au bâtiment. On le voit, moi je le vois à titre individuel avec des villas belle époque notamment, mais je trouve ça intéressant du point de vue des hôtels. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Maud, s'il vous plaît. C'est une super question, merci. Je vais essayer d'être concise. Pour Sofitel, on a autant de nouveaux bâtiments que de conversions. Et à chaque fois, on essaye d'ancrer la richesse du patrimoine ancré dans le bâtiment. Sofitel Legend, c'est 6 Sofitel partout dans le monde. Santa Clara, Panama, Xi'an en Chine, Hanoï, le Métropole, All Cataract, Aswan, The Grand, Amsterdam. Ce ne sont que des bâtiments historiques. Plus de 100 ans, une âme, et on essaye de vraiment garder l'âme du lieu et même de la préserver. Les Sofitel, on peut avoir des endroits aussi exceptionnels ou des constructions nouvelles. Et quand c'est des constructions nouvelles, on impose des normes RSE, avec des bâtiments durables, sur l'électricité, avec même des bâtiments qui sont positifs en termes d'éco-régénération. Vous devez connaître ça par cœur. M Gallery, c'est une petite marque qui monte, des boutiques hôtels, 150-200 chambres maximum, boutique hôtel cosy, homey, pas trop de monde, et avec une histoire. C'est principalement que des conversions. Et là, on touche vraiment ce que vous évoquez. Je viens d'ouvrir à Issy-les-Moulineaux le domaine de la reine Margot. Marguerite de Valois, qui était une femme aussi belle que cultivée, se réfugie en 1506 dans le domaine de la reine Margot. Il y accueille des philosophes, des poètes et le futur roi Louis XIII. En 1555, le domaine de la reine Margot devient la propriété de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, avec un monastère et une chapelle consacrée. Le lieu tombe en désuétude. C'est pourtant un lieu aimé des Icéens, mais on ne sait pas quoi en faire. Tout d'un coup, André Santini, le maire de la ville d'Issy-les-Moulineaux, contacte Sébastien Bazin et dit « Que pouvons-nous faire ?» C'est comme ça qu'est né le domaine de la reine Margot, qui est un M Gallery qui a ouvert il y a 2 semaines. La chapelle est magnifique, elle a été restaurée, les poutres sont encore apparentes et on peut y vivre dans le respect des lieux. Et mes M Gallery, c'est des anciennes gendarmeries à Troyes, la Licorne, des anciennes tanneries à Porto-Raus, à Sydney, des anciennes fermes de café, M Gallery Santa Teresa en Brésil. Et donc l'idée, c'est de convertir et de protéger et de restaurer le patrimoine. Et les gens viennent dans ces hôtels justement pour avoir une expérience unique attachée à chaque M Gallery qu'on appelle le M Moment. Le Molitor, l'endroit où a été inventé le bikini, quand même. Et donc, on vient pour avoir quelque chose d'expérientiel attaché au lieu. Le Sofitel Legend que j'ai ouvert au Panama était l'ancien club interallié des Panaméens. Il est sur un site classé de l'héritage de l'UNESCO. Et on a restauré le bâtiment avec tous les architectes dont on a suivi les instructions pour redonner vie à ce lieu. Donc oui, toute cette logique patrimoniale sert une certaine hôtellerie qui vient redonner lieu
en fait, a une histoire. Et c'est ce que les clients viennent découvrir. Bon, quand vous irez à Paris, vous irez au domaine de la Reine Margot, à Issy-les-Moulineaux. Ça touche Paris. Monsieur, promis, vous avez la parole avec le micro qui arrive. Questions courtes et réponses courtes ensuite, pour essayer de prendre un maximum de questions. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Merci. Plaisir. D'abord, un petit bémol sur ce qu'a dit Mme Bailly sur les bijoux à base de diamants synthétiques, en disant que c'était éco-responsable. Je ferai simplement remarquer que ça nécessite beaucoup d'énergie pour produire du diamant synthétique, 1400 degrés, 58 000 atmosphères. Donc c'est un petit bémol simplement. Hein. Bon, mais par contre, en tout cas, ça ne suscite pas tout le mauvais écosystème des vrais diamants avec l'argent sale, les guerres qu'il y a en Afrique et les enfants qui se font tuer, qui deviennent des enfants soldats qu'on a pu voir au Libéria ou au Sierra Leone. Pardon, c'est un petit bémol. Voilà. Non, ma question porte sur un mot qui n'a pas du tout été prononcé pendant cet exposé, c'est le mot contrefaçon. Parce que qui dit luxe dit contrefaçon. Alors, Mme Bailly a parlé de rêve et qu'il ne fallait pas détruire le rêve avec des prix qui atteignent des sommets inaccessibles. Mais beaucoup de personnes veulent se faire reconnaître, avoir un statut à travers l'achat d'un produit de luxe. Et ils achètent donc de la contrefaçon puisqu'ils ne peuvent pas se le payer. Donc j'aurais aimé avoir la réaction à la fois du président, M. Palus, et du philosophe sur cet état de choses. Oui, vous êtes victime de contrefaçon, j'imagine, comme vos collègues et amis des grands groupes. Comment est-ce que vous luttez contre la contrefaçon? Comment est-ce que vous travaillez avec le comité Colbert qui regroupe toutes les industries du luxe? Comment est-ce que vous travaillez avec les douanes également, là aussi, qui sont très actives dans ce sujet, dans ce combat? Jean-François. La contrefaçon, c'est un sujet qui est complexe et polyforme. D'abord, si on n'est pas contrefait, ça nous inquiète. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas à la mode. Donc ça, c'est pas bon. En revanche, après, il y a plusieurs sortes de contrefaçon. La contrefaçon qui est la plus dangereuse pour nous, c'est celle qui provient de produits faits à base de nos propres matières premières. Donc ça, c'est très dangereux. Donc ça, on est extrêmement vigilant en sorte que... Vous voulez dire quoi? Il y a du vol dans vos entrepôts, dans vos sites? On nous vole du cuir, notre cuir, avec nos initiales dessus, et on en fait des faux sacs. Donc ça, c'est très important, en sorte que de plus en plus, on maîtrise cette production, non seulement la production du cuir, mais aussi le découpage de ce cuir, les fils que l'on envoie, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, sur la contrefaçon, il y a la contrefaçon organisée, qui est très dangereuse, contre laquelle on lutte avec les douanes. On a une équipe très importante qui lutte contre ça. Et après, on a la contrefaçon sauvage que vous pouvez trouver sur la place Saint-Marc à Venise, sous la Tour Eiffel à Paris, etc. Et ça, ça nous inquiète pas trop, parce que nos clients sont très éduqués. La contrefaçon, j'allais dire industrielle, criminelle, elle vient de quel pays principalement? Elles viennent de partout. Elles viennent d'Afrique du Nord, elles viennent de Chine, évidemment, elles viennent de Turquie, elles peuvent venir de plein d'endroits. Ça manque à gagner de combien, par exemple, pour un groupe comme Kering, la contrefaçon? Nous, encore une fois, ce n'est pas un manque à gagner, parce que quand nos clients, donc finalement assez éduqués, quand ils voient un sac à un prix vraiment très très bas, ils se doutent bien que c'est que c'en est pas, donc ils ne s'achètent pas. Et donc, soit c'est déjà un de nos clients, soit c'est déjà un client de luxe, qui a le goût du luxe, qui a l'envie du luxe, qui a cette aspiration pour ce désir. Et à ce moment-là, il ne va pas l'acheter, parce que soit au contraire, ça n'est pas un client et il va l'acheter, mais de toute manière, ça n'est pas un client. Donc, finalement, ce n'est pas un manque à gagner. Ce qui est mauvais, c'est pour l'image. Bien sûr. C'est pour la désirabilité, pour l'imagination. Ça, c'est pas bon. Gilles, un mot sur la contrefaçon, ou alors on donne si vous avez... Je partage tout à fait votre avis. C'est pas les mêmes clients qui achètent. Donc. Mais par rapport à la classification que vous venez de faire, on pourrait encore en ajouter une qui touche une population supérieure,
qui est la contrefaçon de type ironique. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui achètent des produits de contrefaçon en le disant. Donc ça crée une sorte de kitsch réflexif en disant « Ah, tu as vu ce sac, il est super !» « Oui, tu t'es acheté un beau sac. Bon, bah, tu vois, c'est un faux. » Alors, c'est un autre type encore de consommation par rapport au luxe. Il y a un point sur lequel je voudrais rebondir par rapport à la question de monsieur tout à l'heure. Ou de monsieur de chez Barnes. Voilà. Par rapport à la réhabilitation du patrimoine, qui donne des choses tout à fait remarquables. Mais je pense que le luxe contemporain peut être parfaitement compatible avec quelque chose de tout à fait moderne. Pas forcément avec des bâtiments anciens qui seraient réhabilités. Je pense par exemple au Château Lacoste, pas très loin, là, à côté d'Aix-en-Provence. C'est dans un champ vinicole avec des constructions d'art faites par des architectes japonais totalement modernes et qui est un luxe de volupté, un luxe de sensualité et d'art. On n'a pas parlé de l'art dans notre échange. C'est une question très intéressante. Bien sûr, dans la culture française, dans la tradition, j'incluais l'art, bien sûr, mais vous avez raison. Mais les gens qui vont là, ils vont pour avoir une expérience culinaire, une expérience vinicole et une expérience liée à la contemplation des œuvres d'art. Donc, le luxe contemporain, en effet, c'est une hybridation du passé et du contemporain, de la tradition et de l'innovation, mais il peut y avoir aussi, aujourd'hui, des constructions, des ensembles strictement modernes qui sont chargés de sensualité. Autre question, Madame Ben Boubaker, qui est femme d'affaires tunisienne, qui interviendra tout à l'heure dans une autre table ronde. Mais allez-y, prenez la parole, je vous en prie. Merci. Moi, alors je porte la casquette financière et du coup, en vous écoutant, je me posais la question, est-ce que le fait d'acheter un sac de luxe est un investissement intelligent et responsable, ou est-ce que mon compte d'épargne risque de se sentir jaloux? Et quelle est la contribution de l'industrie de luxe dans l'économie mondiale et nationale? Alors oui, il y a deux questions en effet. Donc en effet sur l'achat en tant que tel, et puis c'est vrai cet aspect qu'on a abordé, mais de façon un peu, comment dire, peut-être superficielle, la contribution du luxe dans l'économie mondiale. Alors allez-y peut-être Jean-François Palus, le PDG de Gucci. Écoutez, c'est effectivement, comme l'a dit Fabrice dans son introduction, le luxe est un contributeur très, très important de l'économie, qu'elle soit française ou italienne. Et ce sont des emplois qui sont locaux. Oui, le luxe, il est local. Les grandes maisons, elles sont à Paris, elles sont en région, elles sont dans le nord de l'Italie. Tout à fait. Nous, 95% de nos produits sont fabriqués dans l'Union européenne, et si vous rajoutez la Suisse, on est à 99% pour les montres. Donc c'est vrai que c'est une économie qui est très localisée, qui crée des emplois parce que c'est une économie qui est fondée sur l'artisanat, qui aussi promeut l'apprentissage. On a beaucoup d'efforts de formation parce qu'encore une fois, il faut beaucoup de temps pour former un artisan, et donc on investit beaucoup là-dessus. Et ce qu'il faut dire, pardon, et peut-être ça attirera peut-être ou ça suscitera peut-être des envies chez les plus jeunes, sont des métiers qui sont accessibles quelque part, et on peut faire une longue carrière, clairement. Bien sûr. Il y a chez Gucci des personnes qui sont plus anciennes que moi dans le groupe, donc c'est dire qu'elles sont très anciennes. Et on a des personnes qui travaillent chez Gucci depuis plus de 50 ans. Parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles apportent tous les jours leur science et surtout leur talent, leur art. Donc oui, c'est vraiment une palette de métiers qui est très grande, qui appelle toutes les formes de talent, toutes les formes d'intelligence et de sensibilité. Donc c'est effectivement un réservoir d'emploi assez important pour l'Europe. Maud Bailly. Juste pour parler chiffres, l'économie du tourisme en France, c'est 10% du PIB.
Accor emploie 235 000 collaborateurs dans 5 500 hôtels. Et rien que pour les marques Sofitel, Sofitel Legend et M Gallery, on parle de 35 000 collaborateurs dans 245 hôtels. Ces 35 000 collaborateurs, ils ont des degrés d'éducation extrêmement variables. Et ce que je trouve très touchant dans le secteur de l'hôtellerie, c'est que ça reste un des vrais secteurs où il y a un ascenseur social extrêmement fort, avec un pourcentage des gens qu'on recrute au tout début, avec parfois très peu d'éducation, et des carrières qu'on peut voir comme réelles et extrêmement prometteuses. Donc cet ascenseur social marche très fort. Alors après, pour la question du sac sur le compte en banque, ça c'est très personnel. Mais en revanche, est-ce que certaines expériences de luxe contribuent à faire tourner des industries porteuses d'emplois, créatrices d'ascenseurs sociaux, de promotion de carrière? Oui, ça oui. Allez, une toute dernière question, puis on conclura. Je vous demanderai quel est l'avenir du luxe en un mot. Voilà, puisque c'est un peu la règle ici, dans les rencontres de l'avenir, on se pose une question, mais il faut y répondre. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, alors je vais essayer d'être rapide. Madame Bailly, vous avez eu la belle formule du rêve qui se transforme en gifle. J'aimerais bien interroger justement Monsieur Lipovetsky et Monsieur Palus sur le danger du luxe et de la mode, notamment dans le rapport aux jeunes sur les réseaux sociaux et dans la représentation entre eux et par rapport à eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup. Vous pensez à quoi, par exemple, tout ce qui est influenceur, sur Insta, tout ça? C'est ça, d'accord. Non, mais c'est bien de le préciser. Un mot chacun. Comment vous utilisez, vous jouez des influenceurs, par exemple, dans une grande marque comme Gucci ou dans un grand groupe comme Kering, Jean-François Palus? Est-ce qu'ils vous font du bien ou pas? Oui, bien sûr. Les influenceurs, c'est une réalité économique aujourd'hui qui est indépassable. Et donc, c'est des choses que l'on utilise. Pour nous, ce qui est important, c'est que les influenceurs que nous utilisons, ils partagent les valeurs que nous voulons mettre en avant. Et donc, ce n'est pas seulement pour promouvoir tel ou tel produit, mais on veut vraiment qu'ils mettent en avant nos valeurs. Donc là, en ce moment, on travaille avec Miley Cyrus, par exemple, parce qu'elle est très engagée sur la défense de la planète, l'environnement, la cause des femmes. Donc pour nous, c'est une ambassadrice qui compte, et c'est pour ça qu'on travaille avec elle. Gilles, un mot pour répondre à cet étudiant. Raison. C'est un fait objectif, mais la montée des influenceurs, mais qui signale en même temps la mutation de l'univers du luxe. Parce que le luxe, autrefois, était mis en avant soit par les nobles, les cours, soit ensuite par la haute couture, qui donnait le ton. Et puis ensuite, les stars du cinéma, par exemple, qui étaient les leaders, les grands influenceurs. Tout ça s'est évaporé. Aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus proche des gens. Et les influenceurs sont des manifestations de cette démocratisation de la culture contemporaine. Et je voudrais également rebondir sur la... On a bientôt fini, Gilles, je suis navré. Voilà, parce qu'on va laisser donner la parole à la table ronde suivante. Quel est l'avenir du luxe? En un mot, Maud Bailly. Pour faire très court, pour moi, aussi belles soient-elles, les marques de luxe ne suffiront pas. Et le devoir du luxe, c'est de s'inscrire très concrètement dans le fait de rendre. Gilles Lipovetsky. Écoutez, je partirai d'un fait qui doit faire réfléchir. Après la catastrophe de Fukushima, catastrophe nucléaire. Non, catastrophe terrible. Climatique, pas nucléaire. Il n'y a pas eu une victime dans le nucléaire à Fukushima. Voilà. 6 mois ou 8 mois après, les marques de luxe avaient reconstitué leur marge. Autrement dit, face à un cataclysme terrible, le luxe a traversé cette catastrophe avec une résilience remarquable. Je me dis tout simplement, en m'appuyant sur les faits, que si l'appétit du luxe se maintient dans un contexte de ce genre, probablement, il devrait continuer à avoir de beaux jours, et pour d'autres raisons d'ailleurs qui s'ajoutent à ces... mais dont on a parlé tout à l'heure. Allez, le mot de la fin, avec vous, Jean-François Palus, le PDG de Gucci. Pour moi, l'avenir du luxe, c'est le rêve. Bon. Et ben voilà, comme ça c'est bien. On applaudit très très fort, s'il vous plaît. Jean-François Palus, Maud Bailly, Gilles Lipovetsky. Merci pour vos questions. Merci, bonne fin de journée. Et puis on reviendra notamment un petit peu plus tard. Une autre table ronde à suivre dans un instant. Merci.